Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal de ce mercredi 18 novembre. Comme chaque jour, nous revenons sur l'actualité locale entourée de nos invités et des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. En raison de l'état d'urgence, les mesures de sécurité renforcées en France, les lieux qui reçoivent du public doivent multiplier les contrôles. Nous verrons comment s'organisent les salles de spectacle. Et chaque année depuis 8 ans, en novembre, les entreprises de l'économie sociale et solidaire donnent à voir ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Pour le grand public sont proposées des rencontres, des découvertes, des présentations. En plateau, Laurent Guillaudin, directeur de YGREN, et Cindy BKR, directrice de Profession Sport 78. Et enfin, à Morpas, c'est une institution. La librairie du centre pourrait malgré tout fermer en raison de problèmes financiers. Nous y reviendrons. Et en marge de l'assaut en Seine-Saint-Denis de ce matin, le projet de loi visant à rénover les dispositions de l'état d'urgence a été présenté en Conseil des ministres. Une annonce déjà faite lundi lors du congrès qui s'est tenu à Versailles. Le texte prévoit une prolongation pour 3 mois, mais aussi la possibilité pour le ministre de l'Intérieur d'assigner à résidence toute personne constituant une menace. Autre point clé, les associations ou groupements portant une atteinte grave à l'ordre public pourraient être dissous. Les perquisitions administratives décidées sans l'accord d'un juge seraient facilitées. Le texte sera examiné jeudi à l'Assemblée nationale et vendredi au Sénat. Avant de voir comment vont réagir les élus à ces évolutions, nous avons voulu savoir ce que vous en pensiez. Regardez les réponses avec ce micro-trottoir. Oui. Pourquoi ? Parce que nécessité fait loi. Oui, bien sûr. Parce que c'est une question de sécurité, c'est important. Effectivement, je pense qu'il faut prolonger l'état d'urgence. Je me suis retrouvée moi-même avec mes enfants au Stade de France vendredi soir et j'avoue que ce qui nous a rassurés, c'est de voir justement la mobilisation de toutes les forces, que ce soit la police ou l'armée. C'est évident, ça c'est clair. C'est encore plus que Vigipirate, là. C'est donc un étage supérieur et effectivement, mais je pense que l'état d'urgence c'est nécessaire. À mon avis, il faut privilégier la sécurité sur la liberté, donc l'état d'urgence me paraît nécessaire. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en insécurité et les gens, ils sont un petit peu malheureusement traumatisés par ce genre de choses. Donc il faut continuer, effectivement, oui. Et le château de Versailles, qui a accompagné lundi le congrès du président François Hollande, a réouvert ses portes mardi matin. L'établissement public et son parc sont restés fermés tout le week-end à la suite des attentats de Paris. La majorité des entrées sont restées fermées pour mieux encadrer les visiteurs. La grille de la Chapelle, du Dragon, des Matelots, de l'Étoile Royale et Saint-Antoine-au-Chênay sont désormais fermées. Des mesures de sécurité supplémentaires pourraient être mises en place dans les prochains jours. Et enfin, après les attentats de vendredi dernier à Paris, qui ont notamment visé le Bataclan et le décret du plan d'état d'urgence, les salles de spectacle ont dû s'organiser rapidement pour continuer à accueillir les spectateurs. Des dispositifs de sécurité particuliers ont été déployés dans les salles de concert, de cinéma ou encore de théâtre, impliquant du personnel supplémentaire et des contrôles renforcés. Les détails avec William L. Ce sont des habitudes qu'il va falloir prendre. Depuis le décret d'état d'urgence samedi dernier, les salles de spectacle ont dû renforcer les contrôles. À Versailles, au théâtre Montancier, on procède à une fouille des sacs, mais aussi ouverture des vestes. Un dispositif plutôt bien reçu par les spectateurs. C'est dans notre intérêt, et puis dans l'intérêt de tous les Français. Dans la circonstance actuelle, je pense que c'est très important. Je ne sais pas si c'est important, mais il faut le faire pour être sûr. Ça rassure les populations, donc c'est une bonne chose. Des contrôles accrus qui ont un coût puisqu'ils nécessitent des moyens humains supplémentaires. Vérification des sacs par des contrôleurs qu'on a pris en complément des équipes d'accueil habituelles. Et au lieu de contrôler le public à l'intérieur du bâtiment, on les contrôle à l'extérieur du bâtiment avant qu'ils ne rentrent dans le hall. L'accueil est très positif, les gens le comprennent et surtout ce qu'on souhaite dire, c'est qu'il faut remplir les salles de spectacle. C'est la meilleure réponse aux événements du 13 novembre. Une fréquentation des salles en baisse depuis 3 jours, la plupart des salles ayant été fermées durant le week-end.
Les cinémas aussi procèdent à ces contrôles. À l'UGC de SkyWest, des rondes sont organisées en plus des contrôles. Nous avons une masse de population qui peut être importante dans une salle de cinéma, donc il faut qu'on veille à tout, que ce soit à ce que les issues de secours fonctionnent correctement au cas où d'une évacuation particulière, que derrière nous fassions le maximum pour veiller à la tranquillité des gens et donc que les contrôles soient assurés en amont mais aussi dans la salle. Une fréquentation en baisse significative ici également depuis ce week-end, due à un état d'inquiétude ambiant. Et cette image à présent, c'était mardi, hier soir à Montigny-le-Bretonneux. Les façades de l'hôtel de ville étaient aux couleurs du drapeau français. Si pour des raisons de sécurité, la commune n'a pas souhaité organiser un rassemblement populaire, elle témoigne de sa solidarité avec cette initiative symbolique. À travers la France, mais aussi à travers le monde, de nombreux bâtiments ont ainsi été éclairés, de l'Opéra de Sydney en Australie à la porte de Brandebourg en Allemagne, en passant bien évidemment par la Tour Eiffel. Et nous recevons en plateau 2 invités ce soir pour parler du mois de l'économie sociale et solidaire. Laurent Guillaudin, bonsoir. Vous êtes directeur de YGREN, votre association d'éducation et développement durable, a pour objectif de faire naître et grandir l'initiative solidaire et responsable, toutes générations confondues. Et Cindy Becker, bonsoir. Vous êtes la directrice de Profession Sport et Vie Associative, une association au service des associations. Elle a pour objectif le soutien aux dirigeants associatif. Alors vous êtes là ce soir pour nous parler du mois de l'économie sociale et solidaire qui se déroule donc au mois de novembre. L'économie sociale et solidaire, je le rappelle, ça rassemble des entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performance économique et utilité sociale. Elle représente 10% du PIB et près de 12,7% des emplois privés en France. Alors plusieurs actions se sont déroulées dans les Yvelines. Vous avez voulu mettre l'accent sur un élément particulier cette année ? Alors, cette année, ce que l'on a essayé, donc YGREN depuis 5 ans est organisateur du mois de l'économie sociale et solidaire pour le département des Yvelines. Et chaque année, on essaie de rassembler différents acteurs afin de décider d'une thématique commune. Cette année, malgré de nombreux appels, on s'est retrouvés quelques-uns autour de la table, mais le choix a été fait de laisser libre cours à chaque structure de mener ses propres initiatives. Donc on peut noter que, par exemple, la Mutualité française, en partenariat avec la ville de La Verrière, qui participe et co-organise le mois de l'économie sociale et solidaire, vont tenir des événements à propos de la parentalité je regarde mon papier, le 20 novembre 2015 à 10h dans la maison de quartier du Bois de l'Étang. Donc moi j'invite toutes les personnes souhaitant aborder cette thématique de la parentalité d'aller participer, de se présenter au Bois de l'Étang. Alors il y a le lundi 23 novembre, il y a une table ronde qui est également organisée, donc en partenariat avec YGREN et Profession Sport et Vie Associative 78. Alors on va parler de mise en place de la complémentaire santé obligatoire et de la mise en place de la déclaration sociale nominative. Alors le lien avec l'économie sociale et donc solidaire, c'est au niveau des employés des associations, c'est bien ça ? Effectivement, notre objectif aux 2 structures, c'est de parler de thématiques qui vont les concerner directement et d'avoir un abord vraiment pratico-pratique. Donc c'est vrai que un des soucis actuels, c'est l'emploi dans les associations. Et effectivement, les 2 grandes thématiques qui s'imposent aux employeurs, qui ne sont que des bénévoles, il faut le rappeler, ce ne sont pas des professionnels de l'emploi, c'est évidemment la DSN, donc la déclaration sociale nominative pour les associations employeuses, et effectivement cette fameuse complémentaire santé dont on entend parler à l'échelon national. Mais c'est vrai que les associations sont un petit peu les parents pauvres, parce qu'une fois de plus, ce ne sont pas des DRH, ce ne sont pas des patrons de PME, PMI ou d'entreprises beaucoup plus importantes qui sont de fait bien au courant de ça, qui maîtrisent les tenants et les aboutissants. Donc nous, de par notre vocation départementale de soutien au secteur de l'économie sociale et solidaire, dont font partie les associations principalement, on s'est dit on va faire intervenir des experts sur ces 2 thématiques pour aider les bénévoles à s'en sortir à partir du 1er janvier 2016. Alors là, aujourd'hui, on est donc le 10 novembre. Il y a aussi des ateliers qui ont été organisés à mi-novembre. Est-ce que vous pouvez déjà tirer un premier bilan ou est-ce que vous êtes déjà satisfait de cette édition ? Alors, c'est aujourd'hui un peu compliqué de tirer un bilan à ce stade-là du mois de l'économie sociale. Je préfère rester prudent quant à annoncer des chiffres. Moi, ce que j'invite encore à faire, c'est toutes les structures qui se mobilisent dans le cadre de ce mois de l'ESS à aller s'inscrire et à inscrire leurs événements pour donner plus de visibilité sur le site lemoisdeless.org. Et nous reviendrons par la suite pour faire le bilan et en tirer les conclusions ad hoc.
Alors en 2014, donc, la loi économie sociale et solidaire a été adoptée, je le rappelle, et elle encourage un changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire, fonde une stratégie de croissance plus robuste. Elle donne également aux salariés le pouvoir d'agir et de soutenir le développement local durable. Donc ça a créé un certain engouement au niveau de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, voilà, on est en 2015, ça fait presque un an, un peu plus d'un an et demi. Quel est un peu votre bilan par rapport à ça? Vous sentez que l'engouement est toujours là ou peut-être que ça s'essouffle un petit peu? Niveau peut-être... On remarque qu'il y a plein d'initiatives sur les différents territoires. Vraiment, l'ESS, qu'il faut bien rappeler, c'est que c'est l'objectif des créations des entreprises, c'est d'avoir une économie locale, non délocalisable, qui va s'adapter aux problématiques des territoires. Et il y a pas mal de remontées de création de structures, telles qu'une coopérative d'activité et d'emploi, aujourd'hui, qui rassemble 10 coopérateurs, la Forge à la Verrière, qui a vu le jour au printemps dernier. Il y a un Fab Lab qui a vu le jour et également sur la ville de la Verrière et au sein de Versailles Grand Parc dans la commune de Versailles. Donc on recense des initiatives, des porteurs de projets sont présents, mais en parallèle, il y a une baisse de financement général à laquelle les acteurs de la société civile bien sûr se plient comme toutes les autres structures, collectivités, communes, et ça va freiner les mises en œuvre de projets. Les idées sont là. Les envies sont là. Les accompagnateurs de ces projets, que ce soit des accompagnateurs financiers, des accompagnateurs de la formation, des porteurs de dispositifs de portage d'emploi ou des orientateurs, tout le monde est présent, toute cette dynamique est présente. On voit la préfecture qui souhaite se mobiliser. Aujourd'hui, le conseil départemental également commence à se pencher sur la thématique de l'économie sociale et solidaire, la direction jeunesse et sport également. Donc là, pour reprendre une expression que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, il y a un bon alignement des planètes pour développer l'ESS dans le département des Yvelines, mais plus particulièrement sur le territoire de la Casquie. Et c'est maintenant qu'il va falloir mener le chemin tambour battant. Vous, Cindy Becker, vous sentez qu'il y a aussi des gens qui viennent vous voir pour travailler en tant que bénévole dans les associations? Il y a un engouement aussi de ce niveau-là ou peut-être que c'est plus compliqué à mettre en place? Non, on a effectivement à travers notre centre de ressources et d'information pour les bénévoles une recrudescence des entretiens de personnes qui veulent créer leur association, soit en tant que bénévoles parce qu'ils ont une cause effectivement à défendre au niveau local, mais également pour créer leur propre emploi. C'est vrai que nous, c'est une dynamique qu'on a observée depuis quelques temps, de personnes, donc des initiatives vraiment individuelles, de personnes qui veulent créer leur propre emploi à travers une association. Donc après, voilà, à nous de leur expliquer que c'est pas si facile. Il y a des possibilités, mais effectivement, on se retrouve vite, et là je rejoins tout à fait les propos de Laurent, on se retrouve vite dans un dédale de difficultés au niveau des financements à retrouver. Parce qu'il y a des régions en France, notamment je pense au sud de la France, où là l'économie sociale et solidaire marche très fort et justement où il y a beaucoup d'engouement et beaucoup d'entreprises qui se créent par rapport à ça. Au niveau des Yvelines, à notre niveau, on observe effectivement cette envie, même au niveau des institutionnels, mais après les réponses financières tardent à venir. C'est simplement un problème financier, pourtant on dit que c'est un département qui est riche. Il y a la problématique financière, mais qui n'est pas forcément liée au département. Je crois qu'avec les dernières élections municipales, ensuite les collectivités, les collectivités d'agglomération qui se sont constituées, avec pour certaines des changements d'exécutif, avec des nouvelles orientations politiques, ce qu'on entend et ce qu'on comprend, avec les régionales également qui arrivent à grands pas. Donc les sources de financement sont encore existantes, mais aujourd'hui on doit faire preuve d'une recherche active et d'une pertinence aiguë et accrue pour pouvoir obtenir ces financements. Et l'idée, c'est de bien structurer cette action et cet accompagnement à destination des porteurs de projets pour éviter de rajouter des dispositifs et des millefeuilles, des couches aux millefeuilles, et qu'on évite de se perdre. Justement, quand on parle de l'économie sociale et solidaire, il y avait aussi la COP21 qui devait avoir lieu le 30 novembre. Alors nous saurons bientôt si elle est maintenue ou pas, donc en raison forcément des attentats de vendredi. C'était un événement que vous attendiez, sur lequel vous comptiez peut-être? L'association YGREN, bien entendu. Nous, on se positionne sur la thématique du développement durable et de l'éducation au développement durable au sens large du terme, qui pour nous est un modèle sociétal, le développement durable. J'ai vu tout à l'heure un tweet de l'Élysée qui disait qu'il risquait d'annuler toute autorisation de manifestation dans l'espace public pendant la COP21. Ça serait complètement regrettable
d'annuler ce genre de manifestation. Et pour ça, moi, j'invite tous les gens à se rendre sur Internet. Il y a eu aujourd'hui un appel pour le maintien des mobilisations citoyennes pour le climat qui a vu le jour. Donc, je vous invite à parcourir ce document et éventuellement à le signer. Enfin, une dernière question avant de terminer cet entretien. En 2014, vous avez fondé Avenir 78. Donc, le projet Avenir 78 vise à soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire via l'appui aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont donc les Yvelines. Qu'en est-il aujourd'hui un petit peu? On est ce projet. Justement, c'est une belle illustration des difficultés qu'on vient de vous évoquer. C'est effectivement, on est les 4 structures départementales avec BGE et puis Yvelines Active a porté effectivement Avenir 78. Nous sommes revus après, je dirais, l'année de lancement où il y avait eu les premiers financements. Là, ça s'essouffle parce qu'effectivement, on a du mal à savoir où demander les financements et une fois qu'on sait où les demander, à entendre une oreille attentive par rapport à cette initiative départementale. Donc le projet n'est pas du tout arrêté, mais il est en suspens pour ces raisons, notamment financières. Oui, c'est ça. 2014, on a réussi à mener toute cette concertation des différents acteurs, qu'ils soient institutionnels, têtes de réseau, accompagnateurs formation emploi et acteurs de l'ESS. On a réussi à mettre en œuvre un plan d'action court, moyen et long terme. Donc ça nous amène à fin 2014. Et c'est vrai que sur l'année 2015, l'arrêt du soutien financier fait que... Les problèmes de financement. Il y a eu ce problème de financement. En revanche, ça n'empêche qu'en parallèle, les acteurs de l'ESS, qu'ils soient associatifs, mutuelles, fondations, coopératives ou aujourd'hui les nouveaux entrepreneurs sociaux, souhaitent toujours se rencontrer parce que c'était un point fort de cette concertation, ce qui était ressorti au niveau de la transversalité. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'avec Yvelines Active, qu'avec Profession Sport et Vie Associative 78, on a souhaité réaliser cette manifestation du 23 novembre pour que les gens se rencontrent autour d'une thématique que la loi va obliger de mettre en œuvre. Alors, je le rappelle, donc la table ronde de l'économie sociale et solidaire a lieu le 23 novembre de 14h à 17h à la maison de quartier d'Orly Park à la Verrière. Merci à vous deux d'être venus en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Autre sujet maintenant, créé dans les années 1970, la librairie du centre de Maurepas envisage de fermer ses portes dans les prochains mois. Les propriétaires sont confrontés à des problèmes financiers et perdent près de 10 000 € par an. Une pétition a été lancée par les clients pour sauver l'institution. Les précisions de Mickaël Elmidoro et William L. La librairie du centre de Maurepas pourrait mettre la clé sous la porte. Confrontés à des difficultés financières, les gérants envisagent sérieusement de fermer la structure ouverte depuis les années 70. La raison, le nombre de clients a diminué, le commerce perd tous les ans 10 000 €. Le centre-ville est de moins en moins fréquenté. Les clients subissent la crise. Il y a de moins en moins d'achats. Et on subit aussi les achats sur Internet. Et ce qu'il faudrait, c'est que les Maurepasiens changent leur système d'achat, essayer de penser plutôt aux petits commerces. Ils veulent que les petits commerces restent, mais on ne voit pas forcément tous les clients ici. Pour sauver la librairie, une pétition a été lancée par les clients. Plus de 1000 signatures ont été collectées ces derniers jours. Il faut absolument les soutenir. Nous, on veut qu'ils restent là. J'allais acheter mon journal moi tous les matins. Il faut absolument qu'ils soient là et qu'ils restent là. On a besoin d'eux. Si eux partent, il n'y aura plus rien. Plus rien au centre-ville, ça c'est trop triste. Je suis triste parce que moi j'habite ici depuis très longtemps. J'ai été jeune ici et en faisant mes études, je travaillais à la librairie du centre. Plus un endroit pour acheter un bouquin, un journal. Non mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Un rendez-vous est programmé entre les gérants et le maire de la commune Grégory Garestier mardi prochain à l'hôtel de ville pour trouver une solution. J'ai entendu dire qu'il y avait la possibilité, mais ça il faut que le maire, et que ce soit possible, achète les murs et me fasse un bail amphithéotique avec un loyer modéré pour maintenir l'activité. Une décision sur la fermeture définitive de la librairie pourrait intervenir début 2016. Et on prend à présent la direction de Plaisir. Le chantier de la RD30 se poursuit dans la commune. Dans la partie nord, le giratoire dénivelé des Gâtines prend forme après 10 mois de travaux. Les ouvriers travaillent également sur un pont supportant la rue Régnier. Un reportage de Mickaël Elmidoro et William L.
Lancé en janvier dernier à Plaisir, le chantier titanesque de la RD30 avance. Sur la partie nord des travaux, le secteur du rond-point des Gâtines est actuellement en pleine transformation. La centaine d'ouvriers mobilisés sur le projet est en train de créer un pont supportant la rue Régnier, une voie de circulation douce et un giratoire dénivelé. Le chantier est délicat. Sur un plan technique, c'est aussi un chantier complexe avec des ouvrages d'art, c'est-à-dire des ponts, des murs de soutènement, de la chaussée, des gros terrassements et une grosse complexité aussi en matière de réseau souterrain parce qu'il y a beaucoup de canalisations d'eau pluviale, d'eau usée qui passent dans le sous-sol. Certaines étaient prévues, d'autres l'étaient pas. Et donc il y a des surprises au quotidien mais qu'on arrive à traiter. Pendant la durée des travaux, la circulation est maintenue aux abords du chantier. 30 000 véhicules transitent chaque jour par le giratoire des Gâtines. Aux heures de pointe, le secteur est donc saturé. En termes de circulation, on n'a pas plus de nuisances que ce qu'il y avait avant même que les travaux ne commencent. On était dans un secteur où les embouteillages sont très forts. Donc on les a presque un peu améliorés. Bon. Donc de ce côté-là, on n'est pas assailli avec les gens qui ont été trouvés, même d'autres itinéraires. Quant aux riverains, on a un travail très régulier avec eux. On a eu beaucoup de réunions d'information. On a un site sur lequel, au jour le jour, vous voyez l'évolution du chantier. La livraison du secteur des Gâtines est prévue pour l'été 2016. La fin des travaux de la RD30 est-elle prévue pour 2017 ? Coût total du projet, 80 millions d'euros. Et c'est une forme de pollution que l'on voit un peu partout et dont on commence à prendre conscience. Vous devez certainement en avoir l'habitude. Les déchets et les mégots de cigarettes sont présents dans la rue, sur les trottoirs, mais aussi dans les gares, sur les voies ferrées. Pour remédier à cette situation, la SNCF expérimente actuellement une nouvelle machine, le gluton. Pour nous en parler avec nous ce soir, Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors le gluton, c'est cette machine, un appareil 100% électrique développé depuis 1995 par une société belge. C'est en fait un gros aspirateur qui permet d'aspirer du mégot de cigarette à la bouteille de 2 litres. Ça va dans un conteneur de 240 litres. Écoutez Thomas Delfosse, le directeur commercial de France de Gluton. L'avantage de l'aspiration, c'est qu'au niveau des frais de fonctionnement, par rapport à une grosse balayeuse qui, elle, a des balais qui frottent le sol 100% du temps, nous, on va se consacrer aux déchets qui sont sur le sol. Donc, on n'a pas 100% de la surface qui est couverte de déchets, donc on y va en point par point. Alors les agents de nettoyage travaillent aujourd'hui sur les voies avec des pinces, donc on se doute que ça leur permet de ramasser les déchets les plus fins. Mais les gares ont un trafic la journée, comment ça se passe ? Le nettoyage est actuellement régulier, mais de nuit, pour éviter le plus gros du trafic. Et les agents ne peuvent ramasser que les déchets les plus gros. Avec cette machine, le travail se ferait là aussi de nuit, mais serait plus rapide et surtout beaucoup plus efficace. L'appareil permet de régler la puissance pour aspirer seulement les déchets, non pas les cailloux qui protègent les rails. Alors la SNCF pourrait aussi faire 1 à 2 nettoyages en profondeur des diverses lignes. Écoutez, Claire Offredo, elle est responsable service et gare Transilien des lignes N et U. Pour nous, c'est un enjeu à la fois de perception, on va dire, des voyageurs sur l'état de propreté de la gare et du site, et en particulier des voies qui sont effectivement peu accessibles dans la journée à cause du trafic des trains. Donc on a des plages limitées en temps pour pouvoir faire intervenir les agents de nettoyage sur ces voies. Alors la machine est présente dans une quarantaine de gares en Belgique. En France, c'est encore en phase de test. Quand est-ce qu'on pourrait avoir le gluton dans nos gares, Mélanie ? Alors, les premiers appareils devraient être livrés d'ici la fin de l'année dans plusieurs gares de France, et notamment celles des communes de Lyon et de Marseille. Du côté des lignes C, N et U, qui nous concernent, nous, plus précisément à Saint-Quentin, 1 à 2 machines par ligne pourraient être envisagées. Mais Florane, ça n'empêche aux utilisateurs de préférer les poubelles présentes sur les quartiers parce que c'est plus qu'une question de propreté, c'est une question de civilité. Merci beaucoup Mélanie, vous avez bien raison. Et enfin, en ce qui concerne les mégots, sachez qu'à Paris, depuis le jeudi 1er octobre, jeter un mégot de cigarette sur le trottoir coûtera aux fumeurs la somme de 68 € contre 35 auparavant. Et pas d'excuse car la ville a installé près de 30 000 nouvelles corbeilles cendriers pour les 350 tonnes de mégots ramassés chaque année à Paris. Et enfin, cinéma, succès, surprise au box-office de l'année dernière. La comédie française Babysitting s'offre un 2e volet. Les comédiens, pour la plupart révélés au grand public sur Canal+, étaient présents à l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines pour une avant-première. Le film sortira le 2 décembre dans les salles. Wilfried Richy et Patrick Jacques de Dixmude.
faire rire malgré les événements, l'équipe du film Babysitting 2 a donc décidé de se rendre à l'UGC lundi soir pour une avant-première. Devant une salle comble, les acteurs ont assuré le service après-vente de cette comédie qui aura la lourde tâche de s'imposer début décembre entre James Bond, Hunger Games et Star Wars. Quand tu vas au cinéma et que tu passes un bon moment, ça te donne envie de retourner au cinéma. Donc en plus, on n'est même pas sur le même créneau, c'est-à-dire que nous, on est dans l'humour. Il y a de la science-fiction. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de science-fiction parce que je suis dans le film, mais ça non, mais voilà, on n'est pas du tout dans le même créneau. Et le fait que les gens aillent en masse au cinéma, ils y retournent parce qu'ils passent un bon moment. Babysitting, premier du nom, avait attiré plus de 2 millions de spectateurs dans les salles. Cette suite reprend ce qui avait fait le succès de son aîné, une bande d'amis perdus dans la nature, filmés principalement caméra à la main. Seul le cadre change. Fini la région parisienne, place au Brésil. Oh putain, une panthère noire! Allez là, vite! Wow! Il y a plus dans mon caleçon! C'est la vraie difficulté d'un numéro 2, c'est essayer de conserver ce qu'il y a plu aux gens tout en essayant de changer suffisamment de choses pour que ce soit pas exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'on est passé de la garde d'un enfant à la garde d'une mamie dans le numéro 2. Et voilà, c'est un film de fête dans le numéro 1 et une vraie comédie d'aventure dans le numéro 2. Donc on pense que grâce à tout ça, avec le mode de filmage du found footage, des images retrouvées, qu'on a conservé aussi, on pense que voilà, on pense que les gens retrouveront ce qu'ils ont aimé dans le 1, notamment cette bande de copains, mais quand même avec pas mal de nouveautés. Si ce deuxième volet était déjà un projet pendant l'écriture du premier, le troisième épisode en revanche ne sera étudié qu'en fonction de l'accueil du public à partir du 2 décembre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre Kiosque avec Sephora Namani. Pour ma part, je vous retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une très bonne soirée.